Avant de vous raconter cette histoire, on prend un instant pour vous remercier pour votre présence, vos messages, vos partages. Chaque commentaire est lu avec attention. Chaque retour est pris au sérieux. Cette série existe parce que vous êtes là et parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir comprendre ce qui se cache derrière les noms, les titres, les histoires. D'autres documentaires sont en cours de production et croyez-nous, certains vous surprendront. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Ce qu'on vous prépare ne ressemble à rien d'autre. Le jour où Drake cite Vito Rizzuto dans une chanson, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une rime jetée au hasard dans un couplet. C'est une référence, une signature, une ligne pour ceux qui savent. Parce qu'au Canada, ce nom évoque plus qu'un homme, il évoque un règne. Vito Rizzuto n'a jamais crié plus fort que les autres. Il n'a jamais eu besoin de menacer. Il avançait calmement, sans forcer les choses. Et pourtant, rien ne se décidait sans lui. Il connaissait chaque nom, chaque territoire, chaque frontière invisible. Il savait à qui parler, quand écouter et surtout quand disparaître. Pendant plus de 20 ans, Montréal fonctionne sous ses règles. Il impose une forme d'ordre dans un monde de conflits et personne ne touche à cet équilibre sans en payer le prix. On l'appelle le Téflon Don, pas parce qu'il est invincible, mais parce que tout semble glisser sur lui. Les accusations, les enquêtes, les trahisons. Rien ne colle. Tout se dissout, jusqu'à ce que le système, un jour, s'écroule. Voici l'histoire de Vito Rizzuto, celui qui a régné sans faire de vagues, et dont la chute a fait plus de bruit que ses victoires. Cattolica Eraclea, un village accroché à la roche dans l'arrière-pays sicilien. La province d'Agrigente, un territoire brûlé par le soleil et par des décennies de règlements de compte. Ici, tout le monde connaît les règles. On parle bas, on regarde avant de parler et on ne pose pas de questions aux mauvaises personnes. C'est là que naît Vito Rizzuto le 21 février 1946. Son père, Niccolo, est né en 1924 dans une famille de céréaliers et de petits notables. Mais ce n'est pas la terre qui l'attire. Très jeune, il fréquente ceux qu'on appelle les hommes d'honneur. À Cattolica, le pouvoir ne passe pas par les urnes. Il passe par Don Turiddu, un parrain local étroitement lié à Don Calogero Vizzini, figure redoutée de la mafia sicilienne. Les rumeurs vont vite. On dit que les Rizzuto sont proches des Camalleri, bien implantés dans la région. Et lorsque Niccolo épouse Libertina Mano, cousine d'un mafieux influent, il ne fait que confirmer ce que beaucoup savaient déjà. En 1954, Niccolo quitte la Sicile, officiellement pour offrir un avenir meilleur à sa famille, officieusement pour fuir les conséquences d'un meurtre dont il aurait été témoin ou acteur. Il ne sera jamais inculpé, mais il sait que le vent tourne. Alors il prend sa femme, son fils et une valise, et il s'envole vers Montréal. Un passé qui ne le quitte pas, un passé qui s'installe avec lui dans les rues de Saint-Léonard. Vito grandit ici, dans un quartier où l'italien se parle autant que le français, où les noms de famille racontent d'où l'on vient et parfois à qui l'on doit répondre. Les familles viennent de Palerme, de Naples, d'Agrigente. Certaines fuient la misère, d'autres la justice. Toutes apportent avec elles une culture de la retenue. Ici, on apprend très jeune que certaines choses ne se disent pas à voix haute. L'honneur, la loyauté, le silence. Ce ne sont pas des valeurs abstraites, ce sont des réflexes ancrés. Au Canada, d'un océan à l'autre, il y a combien d'Italiens?
Je pense que nous sommes presque 850 000 Italiens. Et dans le Québec maintenant? Dans le Québec, 250 000. Et je pense que la plus grande concentration est dans la région de Montréal, bien sûr. Oui, dans l'île Montréal, je pense que nous avons presque 200 000 Italiens. Dans Montréal même, 180 000. À l'école, Vito est calme, sérieux, attentif. Jamais dans les histoires, jamais dans l'agitation. Il observe plus qu'il ne parle. Il comprend vite. On le dit intelligent, poli, réservé. Rien ne dépasse. Même enfant, quelque chose en lui détonne. Une assurance tranquille, presque déroutante, mêlée à une vigilance de tous les instants. Comme s'il avait compris avant les autres que le pouvoir véritable ne s'annonce jamais. Il s'impose en silence. À la maison, personne ne parle vraiment du travail de Nicolo, mais tout le monde comprend. Il n'y a pas d'explication, pas d'histoire racontée, seulement des gestes, des rituels. Vito observe sans poser de questions. Il remarque les visites tardives, les poignées de main prolongées, les visages tendus qui évitent le sien. Il voit les enveloppes laissées discrètement sur la table, les conversations qui s'interrompent dès qu'il entre dans la pièce. Il entend les noms, les soupirs, les silences au bout du fil quand le téléphone sonne après minuit. Dans les années 60, Nicolo commence à s'imposer, pas dans la précipitation, pas dans la lumière, avec la patience d'un homme qui connaît les règles du jeu. Il ne cherche pas à tout contrôler, il se glisse entre les lignes. Il s'installe d'abord à la marge, dans les réseaux calabrais déjà présents. Puis, il se rapproche de Luigi Greco, un parrain influent, pont entre Montréal et New York. Grâce à lui, les liens avec les Bonanno se renforcent. Ce contact devient crucial. Nicolo comprend qu'il peut aller plus loin. Il ne part pas de zéro, il vient de Sicile. Il parle la langue, partage les codes, les références et le sang. Vito grandit dans cette atmosphère. Il apprend très tôt à décoder ce qui se joue autour de lui, à lire entre les lignes, à se taire quand il le faut, à écouter même ce qui ne se dit pas. Il voit son père construire, jour après jour, quelque chose de plus grand que ce que les mots peuvent désigner. Ce n'est pas un commerce, ce n'est pas un titre, c'est un réseau, une réputation, une autorité. Pas criée, pas imposée, simplement là, évidente. Et dans cet apprentissage muet, Vito excelle. Il comprend que le vrai pouvoir ne se proclame pas, il se devine. Qu'il ne s'affiche pas, il s'insinue. Et qu'un empire, s'il veut durer, commence par se taire. Dans les années 70, Montréal a un patron, un seul, Vincenzo Cotroni, dit Vic. Un Calabrais de la vieille école, arrivé après la guerre, installé dans le quartier antique. Il ne fait pas de vagues, mais tout passe par lui. Mais Vic vieillit, il se retire doucement, et c'est Paolo Violi qui monte. Il parle plus fort, il frappe plus vite, il s'impose comme héritier, et installe son quartier général à Saint-Léonard dans un bar téléphonique aux vitres teintées, le Reggio Bar. Violi veut centraliser, organiser, dominer. Mais il dérange. Parce qu'en face, une autre famille attend, plus discrète, plus souple, plus silencieuse. Les Rizzuto ne contestent pas, ils laissent faire, mais ils n'oublient rien. Pendant que Violi s'agite, Nicolo Rizzuto, lui, tisse des liens, lentement, précisément, avec ceux qui comptent vraiment. À New York, la famille Bonanno cherche à étendre son influence. Elle regarde vers le nord. Et dans le silence de Montréal, elle trouve un interlocuteur de confiance. Les Rizzuto deviennent leurs hommes à Montréal, des alliés, des relais, pas des exécutants. Nicolo ne cherche pas à prendre la place de Violi. Il construit autre chose, un réseau parallèle, moins bruyant, mais mieux connecté. Et dans les cafés italiens de la rue Jean Talon, les regards changent. On ne parle pas encore de trahison, mais on murmure que les Siciliens prennent de l'assurance. Ce que peu de gens savent,
c'est qu'avant même l'implosion du clan Violi, Vito Rizzuto avait déjà eu affaire à la justice. En 1968, il est arrêté pour avoir incendié un salon de coiffure, une tentative de fraude à l'assurance. Il est jeune, mais déjà impliqué. Le procès traîne pendant des années, et en janvier 1972, il est condamné. 2 ans de prison pour incendie criminel et conspiration, plus 9 mois pour d'autres chefs, à purger en parallèle. À peine sorti de prison, il quitte lui aussi le tumulte montréalais pour aller rejoindre son père à Caracas. C'est là, dans cette chaleur moite et sous le regard de son père, qu'il se forme véritablement. Il apprend la gestion des raquettes, le rôle des prête-noms, la discipline du silence. Il observe les flux d'argent, les relais internationaux, les mécaniques invisibles du pouvoir. À Caracas, Niccolo n'est pas un inconnu. Il retrouve Antonio Camilleri, autre Sicilien originaire de Cattolica Eraclea, solidement implanté dans le milieu local. Les contacts sont anciens, discrets, fiables. Il ne s'agit pas d'une cavale, mais d'un recentrage, une consolidation des arrières pendant que la poussière retombe à Montréal. Mais même depuis Caracas, les Rizzuto gardent un œil sur le terrain et surtout, ils activent leurs alliés. Pendant que la ville s'embrase, Vito se prépare. À cette époque, la police monte un dispositif exceptionnel, la plus vaste opération de surveillance jamais menée contre la mafia montréalaise. Les conversations de Paolo Violi sont enregistrées, des heures de bande, des menaces, des injures, des aveux à demi-mot. Violi se sait observé, mais il parle trop. Il se fait des ennemis, même chez les siens. Les Bonanno, soucieux de préserver la stabilité de leur antenne canadienne, interviennent. Des émissaires de la famille new-yorkaise sont reçus discrètement au Venezuela. Les réunions se succèdent. On parle d'apaisement, de territoire, de règles communes. Violi refuse. Il se croit légitime. Il n'accepte pas de se faire dicter la conduite par des Siciliens. Mais son obstination irrite les Bonanno. Et c'est là que tout bascule. La balance se penche. Les Bonanno choisissent leur camp. Ils soutiendront les Rizzuto. In the innocent-looking ice cream factory and espresso bar behind me, a murder took place that shook the very foundation of the Montreal Mafia and made Miami police pay special attention to one of our visitors. No, I don't want to testify. Do you refuse? I don't say I do refuse. You don't see your... The victim was Paolo Violi, the Montreal Mafia's second in command. He was shot and killed inside the Reggio bar while playing cards with friends. Even before Violi's lavish funeral was over, police were speculating on who would succeed him. 3 février 1978. Paolo Violi est assassiné d'une balle dans la tête dans son bureau du Reggio Bar. Le message est clair. Le règne calabrais est terminé. Dans les mois qui suivent, ses frères, ses fidèles, ses proches sont éliminés un à un. Une purge méthodique, sans éclat, sans revendication, mais sans équivoque. La famille Violi est rayée de la carte, et avec elle, le dernier obstacle à l'ascension des Rizzuto. Plus de rivales, plus de lignes calabraises pour contester le pouvoir. Le terrain est libre, et dans l'ombre, une autre famille se prépare à sortir du silence. Quand Niccolo revient de Caracas, tout a changé à Montréal. Les Violi ne sont plus là, les anciens réseaux calabrais se sont éteints ou repliés. La scène mafieuse, longtemps polarisée, semble suspendue, en attente. Et dans ce silence, une question flotte. Qui va reprendre les commandes? Chez les Rizzuto, on ne parle jamais de prendre le pouvoir. Ils n'en ont pas besoin. Ils avancent autrement, par les alliances, les visites discrètes, les arrangements. Les réunions deviennent régulières. Les figures du milieu reviennent à la table. Pas par peur, mais parce qu'ils savent que les Rizzuto sont devenus le seul interlocuteur crédible. Petit à petit, une nouvelle structure se met en place. À l'extérieur, elle paraît informelle, mais à l'intérieur, tout est millimétré. Niccolo reste le patriarche, le repère. Mais celui qui mène le tempo, qui orchestre les mouvements, c'est Vito. Il impose une autre façon de régner, moins visible, plus réfléchie. Il sait que la violence ne suffit pas,
qu'il faut des bases solides, des ententes durables, un équilibre. Ce n'est plus une extension de la mafia new-yorkaise, ce n'est plus un vestige de l'influence calabraise, c'est autre chose. Une véritable famille mafieuse, sicilienne par ses racines, montréalaise par sa structure, et indépendante par son ambition. En 1981, la famille Bonanno traverse une période de turbulence. 3 de ses capitaines les plus puissants, Philippe Giaccone, Dominique Trinchera et Alphonse Indelicato, préparent un coup d'État interne. Leur objectif, évincer Joseph Massino, bras droit du parrain Philippe Rastelli, alors incarcéré. Massino comprend vite qu'il doit agir, mais pas n'importe comment. S'il organise une riposte classique, des menaces, des fusillades, des représailles, il prend le risque de déclencher une guerre civile. Et pire encore, d'attirer l'attention du FBI, déjà en train de tendre ses micros. Il lui faut une autre solution. Une opération discrète, rapide, sans faille. Alors il se tourne vers quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qu'il connaît depuis des années, quelqu'un en qui il a une confiance absolue. Vito Rizzuto. Basé à Montréal, Vito est un allié fidèle. Il n'a aucun intérêt dans la guerre qui gronde à New York, mais il a tout à gagner à rendre service. Massino le contacte. L'échange est bref, pas de détails, pas d'ordre direct, mais le message est limpide. Rizzuto comprend ce qu'on attend de lui, et quelques jours plus tard, il est à Brooklyn. Le 5 mai 1981, les 3 capots rebelles, Giaccone, Trinchera et Indelicato, sont convoqués à une réunion. Le lieu est anodin, un entrepôt de menuiserie à Brooklyn, propriété d'un associé de la famille. Ils croient à une discussion, peut-être une médiation, une chance de négocier. Mais dès qu'ils franchissent la porte, ils sont piégés. Dans l'ombre, Vito Rizzuto attend. Avec lui, Gerlando Schiascia, un autre Montréalais proche de Bonanno. Tous sont armés, prêts. Le plan a été répété. Les 3 hommes sont placés au fond de la pièce, debout contre un mur. Ils n'ont pas le temps de comprendre. Le signal est donné. Les coups de feu éclatent, rapides, précis. Giaccone et Trinchera s'écroulent sur le champ. Indelicato tente de fuir, mais il est abattu à son tour. Les corps sont emmenés, enterrés discrètement dans une fosse commune du Queens, près de l'aéroport JFK. Un chantier abandonné, connu des Bonanno. Pour les autorités, les 3 capots ont disparu. Mais dans le monde mafieux, personne n'est dupe. Cette exécution marque un tournant. Joseph Massino vient de sceller son pouvoir. Et Vito Rizzuto vient de prouver, à des milliers de kilomètres de chez lui, qu'il est capable du pire, sans jamais laisser de traces. Quelques heures après le meurtre des 3 capots à Brooklyn, Vito Rizzuto reprend l'avion pour Montréal. Il voyage seul, en classe économique. Rien ne laisse deviner ce qu'il vient de faire. Aucune arme sur lui, aucun bagage enregistré, rien qui puisse un jour le relier à une scène de crime. À son arrivée, il passe les douanes sans encombre. Ni son nom, ni son visage ne sont encore sur les radars des autorités canadiennes. À Montréal, il reprend sa routine. Café matinaux à Saint-Léonard, visite dans les quartiers italiens, réunions feutrées dans les arrière-salles des trattoria. La rumeur circule vite dans le milieu. Les 3 capots rebelles ont été liquidés. Personne ne sait par qui. Mais certains, dans les cercles initiés, comprennent que Rizzuto a joué un rôle clé. Officiellement, il ne sera jamais inculpé. Mais l'opération, minutieusement exécutée, devient une référence dans le monde mafieux. Ce que Vito vient d'accomplir n'est pas une simple faveur, c'est une démonstration de loyauté, d'efficacité et de sang-froid. Et pour Joseph Massino, devenu le parrain incontesté des Bonanno, c'est une dette qu'il n'oubliera pas. Une dette silencieuse, mais lourde de promesses. Pendant plus de 20 ans, l'affaire dort dans les tiroirs du FBI. Pas de preuves formelles, pas de témoins vivants, et surtout, aucune trace officielle de la participation d'un Canadien. Mais certains agents refusent de tourner la page. Ils savent que l'opération portait la marque d'une entente discrète et transfrontalière.
Et il s'interroge. Pourquoi Vito Rizzuto, patron respecté à Montréal, aurait-il pris ce risque? La réponse, c'est qu'il n'en était pas encore un. En 1981, Vito est un héritier en ascension. Et à ce moment précis, l'allégeance vaut plus que l'anonymat. Participer à l'exécution des trois capots, c'est rendre un service inestimable à Joe Massino. C'est prouver qu'il est fiable, utile, digne de confiance. C'est inscrire son nom, silencieusement, dans les cercles plus restreints de Cosa Nostra. Mais en faisant cela, Vito laisse une empreinte, minuscule, invisible, mais réelle. Elle ne ressurgira pas tout de suite, pas en 1982, ni en 1992. Elle attendra son heure. Et le jour où Massino tombera, il parlera. 22 ans après les faits, l'affaire refera surface, et le nom de Vito, cette fois, ne sera plus seulement murmuré. Il sera écrit noir sur blanc dans un mandat d'arrêt. Après l'assassinat de Paolo Violi et l'élimination progressive de ses alliés, une période de flottement s'installe. La mafia montréalaise n'a plus de chef unique. Le pouvoir est morcelé. Les anciens réseaux calabrais sont affaiblis, désorganisés, parfois même en exil. Mais ce vide, les Rizzuto ne le remplissent pas brutalement. Ils s'installent en silence. La stratégie de Vito n'est pas celle de la conquête, c'est celle de l'intégration. Il ne chasse pas les anciens alliés de Violi, il les approche, les rallie ou les neutralise avec patience. Pas de guerre ouverte, pas de bain de sang inutile, juste une reconversion progressive du milieu à sa manière. Autour de Vito, une équipe prend forme. Paolo Renda, son beau-frère, discret mais redoutablement organisé. Rocco Solicito, fidèle lieutenant, gestionnaire de terrain. Et plus tard, Francesco Arcadi, envoyé sur le terrain pour canaliser les jeunes ambitieux. Ce n'est plus une cellule familiale, c'est une organisation. Chaque membre a sa place, chaque quartier son responsable, chaque activité son compartiment. Et au sommet, Vito. Non comme un parrain classique, mais comme un stratège, un arbitre, un diplomate. Les années 80 marquent aussi une transition économique. Le crime organisé ne se limite plus au paris et aux prêts usuraires. Il se branche sur les flux internationaux et les ports deviennent des artères vitales. Drogue, argent, contrefaçon, tout transite ici. Et tout finit, d'une manière ou d'une autre, entre les mains de ceux que Vito a choisis. En surface, rien ne change. Mais en réalité, Montréal n'est plus la même. Le chaos des années 70 est terminé. Place à la méthode Rizzuto. Une paix apparente, un contrôle invisible et une stabilité au prix du silence. À l'orée des années 90, il n'y a plus de doute. La mafia montréalaise n'est plus une simple antenne. C'est un empire, avec ses règles, ses codes et son centre de gravité. Montréal appartient aux Rizzuto. Quand les derniers rivaux s'effacent, le vide ne dure jamais longtemps. Dans ce Montréal post-Violi, une autre force s'installe, calme, organisée, durable. C'est la signature Rizzuto. Pas de règlement de compte à ciel ouvert, pas d'explosion de voitures en pleine rue. Juste un ordre souterrain, mais respecté de tous. Vito n'a pas besoin de montrer les dents. Il reçoit, il écoute, il arbitre. Il devient la référence ultime, le dernier mot dans les conflits du milieu. Quand deux clans se disputent un territoire, c'est à lui qu'il s'adresse. Quand un deal tourne mal, c'est encore lui qui tranche. Et quand des tensions émergent entre gangs haïtiens, bikers et trafiquants albanais, il convoque, il calme, il redistribue les cartes. Ce que Montréal vit dans les années 90, c'est une paix mafieuse. Une trêve durable, imposée non par la peur, mais par le respect d'un équilibre que tous savent fragile et que seul Vito sait préserver. Les autorités parlent de criminalité organisée, mais ceux qui en vivent parlent plutôt d'un système fluide, dans lequel chacun a sa place, chacun a ses règles, et tous savent que rien ne se décide sans l'aval du Don.
Dans cette ville, Vito Rizzuto est plus qu'un chef de clan. Il est un médiateur, un architecte de l'ombre. Il ne contrôle pas seulement un territoire, il le fait fonctionner. Son pouvoir est total. Et pourtant, il ne s'affiche jamais. C'est là toute sa force. L'Empire Rizzuto ne tient pas par la peur, il tient par la structure. Une organisation en 3 niveaux, inspirée des modèles siciliens et perfectionnée à la montréalaise. Tout en haut, Vito Rizzuto, figure tutélaire, stratège, gestionnaire. Autour de lui, un conseil restreint, peu nombreux, mais redoutablement efficace. Parmi eux, Francesco Arcadi, loyal et discipliné, souvent décrit comme le numéro 2. Puis viennent les lieutenants, Lorenzo Giordano, Liborio Contrera, Rocco Solecito, chacun responsable d'un pan de l'Empire, prêts usuraires, jeux illégaux, collecte d'intérêts, sécurité. En dessous, les soldats appelés à obéir, jamais à comprendre l'ensemble. Ils ne connaissent que le supérieur direct, pas de surnom, pas de détails inutiles. Cette compartimentation volontaire protège toute la structure. Si un soldat tombe, il tombe seul. Et autour de cette pyramide, des associés, pas des mafieux, des outils. Avocats spécialisés, hommes d'affaires, intermédiaires douaniers, transporteurs, comptables, parfois même fonctionnaires corrompus. Tous extérieurs, tous complices. Ce sont eux qui ouvrent les portes, blanchissent l'argent, organisent les transferts. Les ordres, eux, descendent toujours par paliers, jamais directement. Quand un homme est exécuté ou qu'une cargaison circule, Vito ne laisse aucune trace. Son nom ne figure nulle part. Sa voix n'est jamais enregistrée. Mais tout converge vers lui. Et ceux qui ont osé parler l'ont dit aux policiers. Rien ne se fait à Montréal sans l'accord de Vito. Même les trafiquants haïtiens, même les motards des Hells, même les clans de Laval ou de l'ouest de l'île. Chacun respecte cette architecture invisible. Pas par peur, par intérêt. Le service de renseignement criminel du Québec le confirmera plus tard. La famille Rizzuto avait mis en place une organisation criminelle structurée, avec des postes définis, des rôles stables et des circuits financiers si opaques qu'aucune opération policière n'a pu l'interrompre durablement avant 2004. C'est cette architecture qui a permis à l'Empire de durer et à Vito de régner sans couronne. C'est ici que tout commence, ou que tout passe. Le port de Montréal, c'est le point d'entrée principal de la cocaïne venue d'Amérique latine. Et c'est le cœur logistique de l'Empire Rizzuto. Derrière les barrières, des employés loyaux, certains achetés, d'autres intimidés. Des camionneurs, des douaniers, des manutentionnaires. Tous savent ce qu'ils ont à faire, et surtout ce qu'ils ne doivent jamais dire. Selon les rapports d'enquête, la méthode est toujours la même. Une cargaison légale, meubles, fruits, matériaux de construction, dissimule des dizaines, parfois des centaines de kilos de cocaïne. La marchandise est repérée dès l'arrivée, exfiltrée en quelques minutes, puis redistribuée vers Toronto, Vancouver et New York. Les Hells Angels prennent le relais vers l'ouest. À New York, ce sont les Bonanno. Entre les deux, des relais haïtiens, des gangs de rue, des sous-traitants anonymes. Mais le vrai génie de l'organisation, c'est sa structure de blanchiment. L'argent est blanchi à travers une constellation d'entreprises légales, des sociétés écrans, des restaurants, des clubs, des firmes immobilières, parfois même des cabinets d'expertise comptable. Un dollar sale devient un dollar propre. Un prêt usuraire devient un remboursement d'investissement. Un paiement en liquide devient une avance sur dividende. Et tout est fait pour ralentir l'enquête policière. Les structures sont éclatées. Les actionnaires changent tous les 6 mois. Les sièges sociaux sont à Chypre, à Curaçao, à Caracas. Chaque société couvre l'autre. Chaque transaction est justifiée, signée, scannée, archivée. En 2006, la GRC avoue « Nous savons que les flux financiers sont là, mais nous ne pouvons pas les suivre jusqu'au bout. » Le Service canadien du renseignement criminel ajoute « Le clan Rizzuto a la capacité de faire transiter de la drogue et de blanchir l'argent à une échelle industrielle. » Et pendant ce temps, les conteneurs continuent de passer. Importer de la cocaïne à grande échelle ne s'improvise pas. Il faut des contacts, des garanties,
et surtout des partenaires qui tiennent parole. Au début des années 90, les Américains renforcent leur frappe en Floride. La DEA intensifie les saisies sur l'axe Medellín-Miami. Les arrestations se multiplient. Les cartels colombiens, sous pression, cherchent un itinéraire moins surveillé. C'est là que le Canada entre en jeu. Et plus précisément, Montréal. Vito Rizzuto comprend vite l'opportunité. Il propose un nouveau corridor, discret, efficace et à l'abri des regards. Grâce à ses anciens contacts à Caracas, à ses relais siciliens et aux Calabrais implantés en Europe, il construit une route sécurisée. La drogue transite par le Mexique, entre discrètement au pays via les ports de la côte Est, puis circule à travers tout le Canada et jusqu'à New York. C'est Vito qui orchestre, c'est lui qui connecte les points. Avec les cartels mexicains, il parle logistique. Il propose mieux que des promesses, une organisation rodée, des complicités portuaires et un réseau de distribution déjà en place. Les cargaisons s'enchaînent. Avec la mafia italienne, les relations sont anciennes. En Sicile, les Rizzuto sont chez eux. À Naples, à Calabre, à Rome, ils entretiennent des liens directs avec les familles les plus influentes. Les flux d'héroïne et de cocaïne circulent à double sens. L'Europe fournit, le Canada redistribue. À Montréal, Vito passe des accords sans friction. Pas de guerre, pas d'ultimatum. Avec les Hells Angels, il trace une frontière claire. Il contrôle la rue, lui contrôle les quais. Personne ne déborde, chacun touche sa part. Avec les gangs haïtiens, même stratégie. Il fournit la marchandise, eux s'occupent du détail. Pas d'hostilité, mais des contrats tacites. Les Rizzuto ne forçaient jamais les alliances, racontera un enquêteur de la GRC. Ils faisaient en sorte qu'on ait intérêt à rester en bons termes avec eux. Et ça marche. Montréal devient l'un des carrefours les plus fluides du trafic mondial. Une ville de transit, de deals feutrés, de puissance silencieuse. Vito ne cherche pas à terroriser, il garantit la stabilité. C'est pour ça qu'on le respecte, c'est pour ça qu'on le paie. Et c'est pour ça que tout le monde veut traiter avec lui. Vito contrôle les flux, pas seulement à Montréal, mais jusqu'à Toronto, Vancouver et même New York. À chaque étape, il place des hommes loyaux, formés à sa méthode, ne jamais attirer l'attention. Et quand des tensions éclatent ailleurs, en Colombie, à Miami, à Naples, la famille Rizzuto gagne du terrain. Pendant que les cartels colombiens s'entretuent pour contrôler l'axe Medellín-Miami, les Siciliens de Montréal en profitent pour négocier directement avec les producteurs mexicains et calabrais. Ils court-circuitent les intermédiaires. Ils imposent leur propre route. Ils deviennent indispensables. Mais à Montréal, la violence ne s'affiche jamais. Pas de corps jetés en pleine rue, pas de règlement de comptes théâtraux. La peur ne doit jamais alerter les autorités ni troubler les affaires. Lorsqu'un problème surgit, un traître, un impayé, une menace, la réponse est froide, chirurgicale. L'exécution est propre, souvent invisible. Les messages circulent sans jamais passer par des mots. C'est cette discipline qui distingue les Rizzuto. Un mélange de contrôle, de patience et de brutalité retenue. Un pouvoir qui ne cherche pas à briller, mais qui infiltre chaque fibre de la ville. À la fin des années 90, l'Empire Rizzuto tourne à plein régime. Les flux sont constants, les alliances solides. Le pouvoir, invisible mais total. Rien ne semble pouvoir troubler cet équilibre. Et pourtant, dans l'ombre, un détail oublié commence à refaire surface. Un détail qui, 20 ans plus tôt, n'avait laissé aucune trace, mais qui bientôt fera trembler toute la structure. Depuis les années 80, son nom revient dans toutes les enquêtes majeures sur le crime organisé à Montréal. Blanchiment d'argent, trafic de cocaïne, chantiers publics, jeux illégaux, évasion fiscale, prêts usuraires. À chaque fois, les policiers le suspectent. À chaque fois, il passe entre les mailles du filet. En 1987, la GRC intercepte un bateau de pêche, le Charlotte Louise, au large de Terre-Neuve. À son bord, 17 tonnes de hashish turc. L'opération implique des pêcheurs recrutés localement,
payé jusqu'à 25 000 $ par traversée. Dans l'ombre, les enquêteurs soupçonnent un réseau orchestré par Reynaldo Desjardins, sous les ordres de Vito Rizzuto. Vito est arrêté, accusé. Mais au procès, une grande partie des preuves est écartée. La GRC a violé le secret professionnel entre l'accusé et son avocat. Résultat, acquittement général en novembre 1990. Un an plus tard, la GRC revient à la charge. Cette fois, c'est une tentative d'importation de 30 tonnes de hashish via le port de Québec. Mais le témoin principal est disqualifié pour obstruction à la justice. L'affaire s'écroule à nouveau. Dans le même temps, une enquête civile est lancée sur un stratagème de manipulation boursière impliquant une société minière, Alberta One Way Explorer Limited. Rizzuto est soupçonné d'avoir orchestré l'opération. Mais là encore, aucune charge criminelle ne sera retenue. Dans une autre affaire, il est soupçonné d'avoir investi des millions dans une société minière de Vancouver. Une entreprise légale, enregistrée, cotée en bourse. Mais les autorités découvrent qu'une partie du capital aurait servi à blanchir de l'argent du trafic de drogue. Encore une fois, rien ne le relie directement à l'opération. Les actions sont au nom d'un associé. Les virements passent par des comptes étrangers. Le dossier s'effondre. Et pendant que les enquêteurs rassemblent des documents, Vito, lui, ouvre des restaurants, participe à des galas, serre des mains dans les réceptions privées. Même dans les conversations enregistrées, rares et précieuses, il ne dit jamais rien d'incriminant. Il parle en code, ou il ne parle pas du tout. À Montréal, on le surnomme déjà le fantôme. Et à Ottawa, certains commencent à parler de lui comme du parrain invisible. On sait qu'il est là, on sait qu'il décide, mais il est toujours à un pas du crime, juste assez loin pour rester intouchable. Et c'est ainsi, pendant plus de 20 ans, que Vito Rizzuto devient ce que les policiers redoutent le plus, un parrain sans empreinte. Pour comprendre pourquoi Vito Rizzuto reste intouchable aussi longtemps, il faut lever les yeux. Au-delà des ruelles de Saint-Léonard, au-delà des cargaisons de cocaïne, jusqu'au couloir du pouvoir. Vito ne se contente pas de régner sur le milieu, il se lie avec ceux qui le surplombent, développe des contacts dans le monde politique, dans les grandes firmes, dans les unions, dans les ministères. Ce ne sont pas des amis, ce sont des relais. Dans les années 90, plusieurs dossiers laissent entrevoir des interférences politiques dans les enquêtes sur le clan Rizzuto. Des rapports perdus, des procureurs réaffectés, des témoins réticents. Quand une commission parlementaire s'intéresse aux liens entre corruption municipale et influence du crime organisé, le nom de Rizzuto revient à plusieurs reprises. Jamais frontalement, toujours à demi-mot. Le club social était le quartier général des hauts gradés de l'organisation Rizzuto. Tout le monde venait s'ils avaient un message ou ils apportaient de l'argent pour la famille. Plusieurs réunions d'importance s'y tenaient quand il y avait des problèmes dans la communauté. Qual erano? Perché dovevano dare, le persone dovevano dare dei soldi alla famiglia? Può spiegare meglio questa esigenza di incontrarsi? Perché dovevano dare dei soldi? Quand il y avait des problèmes avec certains contrats, possiblement des contrats en construction, ils étaient assez influents pour donner des contrats à leurs amis. Cioè era la famiglia di Rizzuto che decideva quali imprese dovevano prendere gli appalti. Exactement, et ils prenaient un pourcentage du contrat. Esattamente, spesso prendevano una percentuale sul contratto. Si je me souviens bien, c'était 5%. À l'époque, des firmes d'ingénierie et de construction obtiennent des contrats publics colossaux. Certains sont soupçonnés de verser des pots de vin à des élus et des contributions aux caisses du clan. Vito ne signe aucun contrat, mais selon plusieurs sources, il aurait été présent dans les coulisses des négociations. Dans certains cas, Vito agit comme arbitre. Lorsque deux entrepreneurs se disputent un contrat ou un chantier public, c'est lui qu'on consulte. Pas pour imposer un choix autoritaire, mais pour désamorcer un conflit avant qu'il ne dégénère. Car une guerre entre entrepreneurs, à Montréal, ce n'est pas seulement des mots. C'est du matériel qui disparaît, des délais qui explosent, des incendies qui échappent au contrôle. If you're talking about the mafia, if you're talking about the clout of organized crime, Vito is the man.
He's got a lot to answer for. His name has come up constantly. Monsieur Rizzuto, constantly and in not very flattering terms. Il était là vraiment comme médiateur. Construction entrepreneur Lino Zambito testified Rizzuto was a mediator between companies fighting over public contracts. The commission has also heard tales of Rizzuto's golf trips with City of Montreal engineers. And there was the damning video footage of Vito's father, Nicolo Sr., stuffing wads of cash in his socks, the famous 2.5% cut construction bosses allegedly paid to the mafia. C'est là que réside la véritable puissance de Vito Rizzuto. Il ne domine pas la ville par la violence. Il la tient par les chantiers, par les échéanciers, par les ententes invisibles qui huilent la machine sans jamais s'afficher. Et tant que les grues tournent, que le béton coule, que les enveloppes changent de main, tout le monde fait semblant de ne rien voir. Vito Rizzuto ne distribue pas les pots de vin à la volée. Il ne menace pas les élus. Il ne crie pas plus qu'il ne frappe. Il s'insinue dans les zones grises, dans les silences entre deux réunions, dans les habitudes prises sans y penser. Il ne donne pas d'ordre direct aux politiciens, mais certains comprennent très bien ce qu'il attend, et surtout ce qu'il risquerait à faire le contraire. Il n'a pas besoin de lever la voix, il suffit qu'on se souvienne à qui profite vraiment un contrat, ou ce qu'il en coûte quand les délais dérapent, pour de bon. C'est cette toile patiemment tissée qui le protège plus sûrement qu'un gang armé. Parce que ce n'est plus seulement une affaire de drogue, c'est une affaire d'influence. Et tant que personne n'ose tirer le fil, le costume reste intact, impeccable. Pendant que d'autres mafieux s'enfoncent dans la vulgarité ou l'excès, Vito Rizzuto cultive une autre image, celle du businessman élégant. Il ne roule pas dans des voitures exotiques, il évite les vêtements trop voyants. Ses restaurants favoris ne sont pas les plus bruyants, mais les plus confidentiels. Il connaît chaque serveur par son prénom, chaque sommelier par sa réputation. Ce souci de l'image n'est pas un détail, c'est une stratégie. À une époque où les médias raffolent des figures mafieuses criardes, Vito reste en retrait. Pas de photos compromettantes, pas d'excès de langage, pas de déclarations publiques. Et quand les caméras finissent par le saisir, c'est toujours le même contraste qui revient. Un homme bien mis, poli, apparemment sans histoire. Difficile de croire que ce quinquagénaire souriant est au sommet d'une organisation criminelle internationale. Cette ambiguïté renforce son pouvoir, parce qu'elle désarme, elle retarde la méfiance, elle divise même ses adversaires. Chez les enquêteurs, certains doutent. Il a peut-être tourné la page, il est dans l'immobilier maintenant, dans la finance. D'autres ricanent. Oui, dans le ciment, mais pas celui des fondations, celui des cercueils. Vito Rizzuto est partout dans les coulisses, mais jamais sur la scène. Et c'est précisément ce qui le rend intouchable. Mais ce surnom, emprunté à John Gotti, ne raconte qu'une partie de l'histoire. Gotti cherchait la lumière, il aimait les caméras. Rizzuto, lui, les évite. Et c'est précisément cette retenue qui le rend insaisissable. Ce n'est pas l'élégance pour le style, c'est l'élégance comme bouclier, comme armure judiciaire. Un homme bien habillé est toujours plus difficile à soupçonner, et quand il paie comptant, jamais en son nom, dans des lieux choisis avec soin, il devient presque invisible. Tant que personne ne regarde derrière le rideau, il reste ce qu'il a toujours voulu être, un homme qu'on ne peut pas accuser sans preuve, un fantôme bien habillé. Vito Rizzuto, c'est un personnage qui est très discret. Il n'aime pas se faire photographier, il joue pas à la vedette. Il est un personnage toujours bien vêtu, beaucoup de contacts dans différents domaines, donc il était très respecté. Dans les années 1990 et 2000, l'agacement devient palpable. Chez les policiers de terrain, qui cumulent les heures de filature, chez les procureurs, qui montent des dossiers pour les voir s'effondrer, même au SCRS, le Service canadien du renseignement de sécurité, on commence à parler de Rizzuto avec frustration. Tout le monde s'accorde, il est au sommet, intouchable. Pour que Vito Rizzuto règne aussi longtemps sans être inquiété, il ne suffit pas d'être prudent. Il faut aussi avoir des appuis. Et ceux-ci ne se trouvent pas uniquement dans les cafés italiens de Saint-Léonard. Dans les années 1990 et 2000, plusieurs élus municipaux, provinciaux et même fédéraux sont approchés, parfois à leur insu. Les dons sont anonymes.
Les événements de levée de fonds attirent des gens bien mis et d'autres plus discrets. Les affaires se croisent. Un projet de rénovation de quartier coïncide avec une opération immobilière menée par des prêtres non proches du clan. Un contrat public est accordé à une firme dont un actionnaire secondaire est un homme de paille des Rizzuto. Et quand des journalistes posent des questions, on leur répond que tout a été fait dans les règles. À partir de 2005 et 2006, il y a un montant de 3% des contrats que moi je remettais à M. Miliotto, que j'avais connaissance que ce montant-là allait au parti politique du maire Tremblay. Et ça, cette information-là, vous savez ça comment? On me l'avait donné, les gens me l'avaient dit que le 3% qu'on payait allait au parti politique du maire Tremblay. Les gens, qui vous l'a dit? Ben, les gens qui ont implanté cette règle-là, les gens, les entrepreneurs... Est-ce qu'on peut avoir des noms? Ben, les entrepreneurs entre nous, là, ça nous avait été confirmé, donc on savait Par qui ça vous avait été confirmé? Ben, M. Miliotto, à qui je la donnais, m'avait fait part que le 3% allait au parti politique du maire Tremblay. Les enquêteurs de l'UPAC, plus tard, mettront en lumière un système sophistiqué de collusion. Des firmes d'ingénierie soumettent des appels d'offres truqués. En échange, promesses de contrats, commissions occultes et surtout, paix sur les chantiers. Ce n'est pas Vito qui organise cela, mais tout le monde sait que rien ne se fait sans son aval. La paix sur les grands chantiers, c'est lui qui la garantit. Je suis pas capable de vous dire c'était tel montant. Mais on va continuer là-dessus. Généralement, on a vu... généralement, vous faites des travaux de génie civil dans les trottoirs. Là. Vous avez parlé jeudi dernier d'une petite job à 500 000. Ça, on parle ça d'une petite job, 500 000. Généralement, les contrats qui vous sont octroyés par la Ville de Montréal, on parle de millions. Exact? Oui, ça varie, là. Je pense que ça peut varier d'1 million jusqu'à des montants de 7, 8, 10 millions, oui. OK. Vous donnez 2,5 de cote que vous savez, vous n'avez pas je pense que vous ne voulez pas le savoir, là, mais 2,5 que vous donnez à M. Miliotto, vous savez que ça va atterrir chez la mafia. Exact? Ben oui. Plusieurs témoignages recueillis par des journalistes d'enquête évoquent des dons non déclarés, faits en liquide, à des partis politiques. Pas de traces, pas de reçus, mais des rumeurs persistantes. Une enveloppe ici, un appui discret là. Et en retour, rien d'explicite, mais des permis accordés plus vite, des enquêtes suspendues, des inspections annulées à la dernière minute. Dans les coulisses de la justice, la pression est subtile. Un appel informel, une mise en garde voilée. Parfois même, un simple regard suffit à faire passer le message. Certains magistrats mis au courant de l'ampleur du dossier Rizzuto choisissent de se récuser. Pas par peur, par lassitude. D'autres admettent, des années plus tard, qu'ils avaient l'impression de jouer une partie déjà perdue. Ce n'est pas que Vito Rizzuto est invisible, c'est qu'il est inscrit dans le système. Pas comme un parasite, mais comme un rouage discret, mais essentiel à l'équilibre fragile entre politique, affaires et criminalité. À ce niveau, ce n'est plus la loi du plus fort, c'est la loi du plus utile. Jusqu'au début des années 2000, Vito Rizzuto échappe à toutes les tentatives de mise en accusation. Pas faute d'essayer. Revenu de New York après l'affaire des capots, il est pourtant dans le radar du FBI, du SCRS, de la GRC, de la Sûreté du Québec, de la Police de Montréal. Mais aucune opération n'aboutit. Les témoins disparaissent, les preuves s'effacent, les enquêtes se ferment, faute de collaboration. Un ancien enquêteur de la GRC dira plus tard « On avait l'impression qu'il y avait toujours une pièce manquante, qu'on arrivait toujours 1 heure trop tard. » Pendant plus de 2 décennies, Vito Rizzuto règne sur Montréal sans jamais régner officiellement. Pas d'élection, pas de mandat, mais une autorité que personne ne conteste. Il n'est pas au-dessus des lois, il est ailleurs, dans un angle mort du système. Les policiers l'observent, les juges l'attendent,
les journalistes spéculent, mais lui, il avance, sans laisser de traces, sans faire de bruit. À New York, il a rendu des services qu'on n'oublie pas. À Montréal, il a construit un équilibre que personne ne veut rompre. Et pendant que les forces de l'ordre s'agitent, lui reste droit, propre, calme. Presque trop parfait pour être vrai. Mais même le téflon finit par craquer, et l'ennemi qu'il n'avait pas prévu, c'est son passé. Le 20 janvier 2004, Montréal se réveille comme un jour normal. Mais à Saint-Léonard, un convoi discret s'approche d'une maison en briques, sans gyrophare ni cri. À l'intérieur, Vito Rizzuto prend son café. Il ne fuit pas, il ne proteste pas. Quand la GRC frappe à sa porte, mandat d'arrestation à la main, il se lève calmement. Costume sombre, regard calme, aucun geste brusque. L'homme que tout Montréal connaît ou croit connaître est menotté sans résistance. Ce matin-là, le FBI a activé une bombe à retardement, un mandat d'arrêt international émis depuis Brooklyn. Chef d'accusation, triple meurtre. Pas n'importe lesquels. Les meurtres de Giacone, Trinchera et Indelicato, 3 capos Bonanno éliminés en 1981 dans un entrepôt de Brooklyn. 22 ans plus tard, le nom de Vito Rizzuto surgit dans le dossier. Pourquoi maintenant? Parce que Joseph Massino, parrain de la famille Bonanno, a craqué. Face à la prison à vie, il accepte de coopérer, et dans ses aveux, un nom revient, Vito. Un Canadien, un allié de confiance, un homme de l'ombre. Le FBI exhume l'affaire et met la main sur un témoin de l'époque, Frank Lino, un mafieux repenti survivant de la scène. On lui montre une vieille photo d'un homme en complet 3 pièces. Lino n'hésite pas. C'est lui. C'est Vito Rizzuto. Il était là. Pour les autorités canadiennes, c'est un tremblement de terre. L'homme respecté dans les cercles d'affaires, figure discrète de la communauté italienne, est désormais accusé de meurtre à l'étranger. Et pour les policiers qui le surveillent depuis des années sans parvenir à l'épingler, c'est une étrange revanche. Ce ne sont pas leurs micros, ni leurs filatures qui font tomber Vito. C'est la parole d'un traître. Un témoin de New York, prêt à tout pour sauver sa peau. Mais cette arrestation n'est qu'un début. Vito va se battre. Et pendant 31 mois, il attend son sort, enfermé à Rivière-des-Prairies. Ni coupable, ni libre. Simplement suspendu. Pendant sa détention préventive, Vito Rizzuto attend. Il voit ses avocats manœuvrer, contester, gagner du temps. Mais à aucun moment, il ne montre le moindre signe de panique. Ce n'est pas un mafieux affolé, c'est un stratège. Il sait qu'il joue la partie la plus risquée de sa vie, et peut-être la dernière. Mais le 4 août 2006, le couperet tombe. La Cour suprême du Canada rejette son ultime appel. L'extradition est ordonnée. Le lendemain, un avion gouvernemental l'emmène discrètement à Brooklyn. Aucun convoi officiel, aucun communiqué. Juste un nom sur un manifeste de vol, Rizzuto Vito. À son arrivée, il est directement conduit au MDC, Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un centre fédéral où sont incarcérés les accusés en attente de procès. Parmi eux, des trafiquants de drogue, des tueurs à gages, des terroristes présumés. Pour le FBI, c'est une victoire symbolique. Ils ont enfin mis la main sur celui que les Canadiens appelaient le « Téflon Don ». Et ils comptent bien lui faire payer chacune des balles tirées en 1981. Mais Vito ne perd pas pied. Il ne négocie pas, il ne parle pas. Il plaide non coupable. Et ses avocats préparent un argument imparable. Aucune preuve matérielle. Seulement la parole d'un repenti, une saine vieille de 25 ans. Aucune arme retrouvée, aucune empreinte, aucun témoin direct vivant, sauf Frank Lino. Le FBI le sait. Ce procès sera risqué. Alors, en mai 2007, un accord se dessine. Une négociation serrée. Rizzuto accepte de plaider coupable à une accusation réduite de complot en vue de commettre un meurtre. En échange, 5 ans et demi de prison. La sentence tombe. Mais une chose est claire, Vito n'a pas flanché. Il n'a pas dénoncé.
il n'a impliqué personne. Pour le FBI, il reste une énigme. Pour Montréal, un roi déchu. Et pendant qu'il purge sa peine à Florence, Colorado, dans une prison fédérale de sécurité moyenne, le monde continue de tourner. Mais sans lui, l'édifice Rizzuto commence à trembler. À peine 3 mois après l'extradition de Vito Rizzuto vers les États-Unis, une opération de grande envergure secoue Montréal. Son nom, Projet Colisée. Un nom choisi pour ce qu'il représente. Un combat de gladiateurs dans une arène où il ne peut y avoir qu'un survivant. Mais cette fois, l'arène, c'est Montréal. Et les gladiateurs, ce sont les forces de l'ordre contre le clan Rizzuto. Depuis 2001, policiers de la GRC, de la Sûreté du Québec et du SPVM collaborent en secret. Ils accumulent des preuves, des heures d'écoute, des filatures. Leur cible, la tête de la mafia montréalaise. Et avec Vito aux États-Unis, ils voient enfin une ouverture. Le 22 novembre 2006, à l'aube, plus de 700 policiers sont mobilisés. Les perquisitions s'enchaînent dans tout le Grand Montréal, des résidences, des entreprises, des cafés. Résultat, 90 arrestations. Un coup sans précédent porté à l'organisation Rizzuto. Parmi les personnes interpellées, Niccolo Rizzuto, le patriarche, père de Vito, alors âgé de 82 ans. Paolo Renda, beau-frère de Vito et cerveau logistique. Francesco Arcadi, bras droit intérimaire en l'absence du chef. Et plusieurs lieutenants, soldats, associés, tous liés, de près ou de loin, à l'empire mafieux. Les chefs d'accusation, complot, trafic de stupéfiants, extorsion, possession d'armes, blanchiment d'argent. Mais au-delà des accusations, c'est la structure même de l'organisation qui est décapitée. La stratégie est claire. Démanteler l'appareil logistique, couper les relais, neutraliser les leaders intermédiaires. Mettre à genoux ce qui faisait la force des Rizzuto, la stabilité, la coordination, la loyauté. Dans les semaines qui suivent, c'est le silence radio. Les points de contact se ferment, les collecteurs disparaissent, les créanciers hésitent, les gangs affiliés commencent à douter. Un vide s'installe. Et dans ce vide, les convoitises ressurgissent. Le règne des Rizzuto, jusque-là incontesté, montre enfin des fissures. Et pour ceux qui attendaient le bon moment pour frapper, l'heure approche. Montrealers are in shock tonight after the son of a big-name crime boss was gunned down there today. Nick Rizzuto Jr. was killed in a West End neighborhood, a killing that has many in that neighborhood worried, and not just because it happened in broad daylight. Amanda Pfeffer explains. Le 20 décembre 2009, Nick Rizzuto Jr., le fils de Vito, est assassiné en pleine rue. Une balle en pleine tête, en plein jour, à quelques pas du domicile familial. Nick Jr., 42 ans, devait représenter l'avenir du clan. Il avait repris certaines fonctions clés après l'arrestation de son père. Il servait de lien entre les cellules locales et les relais étrangers. Sa mort est un séisme, un message, pas une vengeance, un avertissement envoyé au cœur du système. Et ce n'est que le début. Le 10 novembre 2010, Niccolo Rizzuto, le patriarche, est abattu d'un tir de sniper, chez lui. Le tueur ne laisse aucune trace. Un coup parfait, calculé. Une balle, une cible. Le père tombe, dans sa maison, sous les yeux de sa femme. Pour la première fois depuis 40 ans, un chef de la mafia montréalaise est tué à domicile. Pas dans une ruelle, pas dans une voiture, mais chez lui. Un assassinat qui brise tous les codes. Dans le monde mafieux, on ne tue pas les anciens de cette manière. On ne touche pas à la famille, sauf quand il n'y a plus rien à respecter. Entre 2010 et 2012, les proches de Vito tombent les uns après les autres. Paolo Renda, son beau-frère et conseiller, disparaît mystérieusement. Sa voiture est retrouvée vide, lui, jamais. Agostino Contrera, figure de l'intérim, est criblé de balles dans le stationnement de son entreprise. Plusieurs lieutenants sont exécutés à bout portant, dans des circonstances qui échappent aux enquêteurs. Chaque mort affaiblit un peu plus la structure. Chaque disparition désoriente les relais.
le clan s'effondre, étage par étage. Et pendant ce temps, Vito est en prison, à des milliers de kilomètres, à Florence, Colorado. Il ne peut rien faire. Pas de représailles, pas de redéploiement, juste observer l'écroulement de son empire. L'organisation qui régnait sur Montréal depuis 2 décennies, sans bruit, sans guerre, sans rival, est désormais décapitée. Il ne reste aucune figure centrale. Plus de coordination, plus d'ordre, juste des fragments. Et dans ce vide, la violence revient, désorganisée, chaotique. Les anciens alliés deviennent des concurrents, les pactes se rompent, et le territoire autrefois stable devient un champ de bataille. Pendant des années, le nom Rizzuto suffisait à contenir les tensions. Un simple appel, un regard, une poignée de main, et les conflits s'éteignaient. Mais à partir de 2010, cette autorité se dissout. Il n'y a plus d'arbitre, plus personne pour décider qui a droit à quoi. Les Hells Angels affaiblis par l'opération Shark se réorganisent. Les gangs de rue, haïtiens, latinos, arabes, reprennent du terrain dans les quartiers oubliés. Les Italiens de Toronto sentent l'odeur du vide à Montréal. Les cartels mexicains cherchent de nouveaux points d'entrée. Et surtout, les anciens partenaires des Rizzuto ne veulent plus attendre. Pilier historique de l'Empire, devient le terrain de toutes les convoitises. Les douaniers trouvent de plus en plus de conteneurs suspects, mais les routes se brouillent. Ce n'est plus un seul clan qui supervise, mais plusieurs réseaux parallèles. Chaque semaine, un nouveau joueur tente de s'imposer. Un nouveau visage apparaît. Un ancien allié tombe. Les autorités, autrefois aveugles, observent maintenant un chaos contrôlé. Les écoutes le confirment. Les soldats sont livrés à eux-mêmes. Les paiements de protection ne sont plus centralisés. Les liquidations deviennent plus fréquentes, plus violentes. Même les alliés historiques, comme certains membres des Bonanno ou les clans siciliens, ne savent plus à qui parler. Ce qui faisait la force des Rizzuto n'était pas la peur, c'était l'ordre. Un ordre invisible, mais respecté par tous. Cet ordre n'existe plus. À la place, Montréal devient ce que Vito a toujours évité, un champ de guerre mafieux, où chaque quartier est une enclave, chaque business une cible, chaque silence une menace. Quand Vito sortira de prison, ce ne sera plus pour gouverner. Ce sera pour reprendre ce qu'il reste, réparer ce qui peut l'être et faire tomber ceux qui l'ont trahi. He's been behind bars in the U.S. for 5 years. Now the man who was once one of the biggest mob leaders in the country is free. And Vito Rizzuto is on his way back to Canada. Now the question is, what impact will his return have on current criminal activity in his home of Montreal and the rest of the country? Le 5 octobre 2012, après 5 années derrière les barreaux américains, Vito Rizzuto est un homme libre. Officiellement, il a purgé sa peine pour sa participation au triple meurtre de 1981 à Brooklyn. Officieusement, il revient dans un monde qu'il ne reconnaît plus. Depuis sa cellule à Florence, Colorado, il a tout vu, tout compris. La mort de son père, Nicolo, abattu d'un tir de sniper en plein salon. L'assassinat de son fils Nick dans sa voiture à Montréal-Nord. La disparition de ses lieutenants. Le démantèlement de ses réseaux. Pendant que lui tombait, les autres se sont partagé le gâteau. Pendant qu'il était isolé, d'autres ont tenté d'ériger une nouvelle hiérarchie. Mais tout cela n'a été qu'un interlude. Car en 2012, la pièce recommence. Et cette fois, le rideau s'ouvre sur un homme qui n'a plus rien à perdre. Vito ne revient pas à Montréal tout de suite. Il atterrit d'abord à Toronto. Là-bas, il reste quelques semaines. Assez longtemps pour faire comprendre qu'il est vivant. Pas assez longtemps pour laisser les journalistes flairer un scoop. Il n'accorde aucune interview, il ne fait aucune déclaration, il ne cherche ni vengeance publique, ni gloire. Il planifie. À son retour à Montréal, il ne retrouve pas une organisation, il retrouve un champ de ruines, des alliances brisées, des territoires morcelés, des trahisons non punies. Son ancien monde a explosé. Mais il n'est pas là pour pleurer les morts, il est là pour juger les vivants. Il ne revient pas comme un roi.
il revient comme un juge. Et le verdict approche. Le retour de Vito Rizzuto ne fait pas la une des journaux. Il ne passe par aucun discours, aucune revendication. Il passe par un appel, une convocation. Tous les jours qui suivent sa libération, les téléphones sonnent. Pas tous en même temps, mais un à un. Des anciens collaborateurs, des rivaux, des alliés d'hier ou de demain. À l'autre bout du fil, souvent une seule phrase. « Il veut te voir ». Pas d'explication, pas d'horaire. Seulement un point de rendez-vous. Toujours en dehors de Montréal, dans des lieux discrets. Un garage à Laval, un chalet dans les Laurentides, un café fermé au petit matin, rideau baissé. Personne ne sait qui est convoqué ni dans quel ordre. Personne ne sait ce qui se dit à huis clos. Mais une règle s'impose très vite. Rizzuto ne convoque jamais 2 fois. Vito ne lève jamais la voix. Il ne menace pas, il ne s'agite pas. Il entre, il s'assoit et il observe. Souvent, il pose une question, parfois 2. Puis il se tait et il laisse le silence peser. Ceux qui défilent devant lui ne viennent pas discuter, ils viennent s'expliquer. Les plus rusés tentent de se justifier, d'atténuer leurs fautes. Les plus téméraires osent négocier. Mais personne n'ignore la vérité. Ici, les décisions sont déjà prises. Un à un, les hommes qui ont pris des libertés pendant son absence viennent se présenter. Certains baissent les yeux et implorent. D'autres acceptent l'humiliation, espérant être épargnés. Et quelques-uns ne seront plus revus après cette nuit. Dans ces face-à-face, il n'y a ni tribunal ni plaidoyer, juste une vérité, celle de Vito, et un verdict qu'il n'a même pas besoin de prononcer à voix haute. Petit à petit, les témoins indiscrets comprennent ce qui se passe. Ce n'est pas une reformation, c'est une purge, et c'est lui qui en tient les rênes. Il ne court pas après le contrôle, il le reprend. Un homme, une réunion, un silence à la fois. Alors, un membre important de la mafia montréalaise, Joe DiMaolo, a été abattu hier soir devant sa résidence de Blainville. Puis pour plusieurs experts du crime organisé, ce meurtre est le premier signe d'une vengeance orchestrée. Les experts du crime organisé, ce meurtre est le premier signe d'une vengeance orchestrée par le parrain déchu, Vito Rizzuto, qui est sorti de prison et qui serait de retour à Montréal. Isabelle Richer. Le 4 novembre 2012, Joe DiMaolo est abattu d'une balle dans la tête. Pas dans un entrepôt ni dans une planque, dans son allée, en plein quartier résidentiel. Ancien pilier du clan, proche de Niccolo Rizzuto, beau-frère de Reynald Desjardins, DiMaolo a longtemps incarné la vieille garde. Mais il a aussi tenté de composer avec l'après-Rizzuto. Et ça, Vito ne lui pardonne pas. Mohamed Awada, un homme près de la mafia libanaise et italienne, a été assassiné devant chez lui le 17 novembre 2012 à Montréal-Nord. Il avait été arrêté dans un groupe de 11 individus pour l'enlèvement d'un autre mafioso, Nino de Bartolomeis. Emilio Cordileone, qui était porté disparu depuis 2 jours, a été tué ailleurs. Son corps a ensuite été ramené vers le territoire familial, puis abandonné dans son luxueux VUS, garé en bordure de la rue Soriol, dans le quartier antique à Montréal. Des policiers en patrouille de routine ont reconnu le véhicule recherché et découvert le corps le 8 décembre 2012. À mesure que les semaines passent, d'autres meurtres se rajoutent sur cette longue liste. En prison, Giuseppe De Vito meurt, empoisonné au cyanure. Un assassinat déguisé en crise médicale. Mais ce n'est pas terminé. En novembre 2013, Moreno Gallo, dernier survivant de l'Ancien Régime, est abattu à Acapulco, au Mexique. Ce n'est pas une vendetta aveugle, c'est une reprise de pouvoir, froide, organisée, définitive. Chaque mort a un sens, une date, une logique. On élimine ceux qui ont trahi, mais aussi ceux qui ont tenté de bâtir sans autorisation, et même ceux qui ont simplement trop bien survécu au vide. Ce n'est pas la rage qui guide Vito Rizzuto, c'est le calcul. Il reconstruit une structure, et dans cette nouvelle équation, seuls les éléments fiables sont conservés, les autres sont supprimés. Les méthodes ont changé. Les tueurs viennent parfois de Toronto, de Laval, voire de l'étranger. On utilise des cellulaires jetables, des véhicules brûlés, des commanditaires invisibles.
Mais la signature, elle, ne trompe pas. Chaque exécution porte la marque d'un retour d'ordre, celui de Vito Rizzuto. Et dans l'ombre, son fils Leonardo l'observe, apprend, relaie. Il n'est pas encore l'héritier officiel, mais il est présent à certaines réunions. Il connaît les dossiers, il retient les noms. Pendant ce temps, l'ancien rival Reynald Desjardins est en détention. Victime d'une tentative de meurtre un an plus tôt, accusé du meurtre de Montagna, isolé, fragilisé, hors jeu. La scène est nettoyée, les pions déplacés, le jeu relancé. Une fois la purge amorcée, la deuxième phase s'enclenche, celle du recalibrage. Pas de grands discours, pas de déclaration de guerre, juste des rendez-vous, un à un, discrets, incontournables. Les survivants du chaos sont convoqués, pas tous, seulement ceux qui comptent encore. Vito ne vient pas toujours en personne, mais quand il est là, il écoute plus qu'il ne parle. Et quand il parle, on comprend. Les règles sont simples. Ceux qui veulent rester doivent prouver leur loyauté. Les arrangements passés n'ont plus cours. Ce qui se décide à partir de maintenant, c'est selon lui. Les territoires sont redessinés. Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies, Laval, Toronto. Chaque zone fait l'objet d'un bilan. Qui contrôle quoi? Qui encaisse combien? Et surtout, à qui revient-on de rendre des comptes? À l'extérieur, les autorités observent. Le SPVM, la GRC, les analystes du FBI, tous savent que le calme est trompeur. Ils voient bien les signes, mais il n'y a rien de concret, aucun crime visible. Et pendant ce temps, les affaires reprennent. Les ports fonctionnent, les cargaisons circulent, l'argent revient, avec une régularité presque rassurante. Moins d'un an après sa sortie de prison, Vito Rizzuto a tout repris en main. Le territoire, la parole, le rythme. Et surtout, la peur respectueuse qu'inspire un homme qui ne menace jamais, parce qu'il n'en a pas besoin. Hundreds of people gathered at a Montreal church today to say goodbye to the man known as the city's Teflon Don. Vito Rizzuto was the head of the Montreal Mafia. Now, he was a man with many enemies, but Rizzuto died of natural causes. Now, of course, the big question is, what's next for the notorious crime family? Here's Mike Armstrong. Le 23 décembre 2013, à 4h10 du matin, Vito Rizzuto meurt dans une chambre de l'unité de soins intensifs. Pneumonie aiguë. C'est la cause inscrite sur le rapport médical. Un diagnostic clinique appuyé par son historique de cancer du poumon. Aucune autopsie, aucun signe de lutte, aucune alerte. Il est hospitalisé depuis une semaine, admis dans un état critique. Son nom n'apparaît dans aucun bulletin officiel, aucune fuite dans les médias avant l'annonce. Même au sommet de sa fragilité, Vito contrôle encore son image. Autour de lui, peu de proches, pas de capot, pas d'anciens lieutenants. Juste quelques membres de la famille immédiate, présents en silence. Ceux qui restent savent que tout s'effondre. Ses funérailles sont célébrées discrètement à l'église Madonna della Difesa, dans la Petite Italie. Pas d'obsèques fastueuses, pas de cortège public. Une quarantaine de personnes, tout au plus. Parmi elles, des visages connus du milieu, certains venus seuls, d'autres escortés. Aucun incident, aucune effusion, mais une tension palpable. Comme si tout le monde savait qu'en cet instant précis, un équilibre venait de disparaître et que personne ne savait ce qui allait le remplacer. Officiellement, Vito Rizzuto est mort d'une pneumonie, une infection soudaine, aggravée par un cancer latent. Les médecins signent le certificat, le dossier est clos. Mais dans les coulisses du milieu, personne n'y croit vraiment. Pas comme ça, pas maintenant, pas lui. Vito venait de reconquérir Montréal. Il avait enterré ses ennemis un à un, repris le contrôle du territoire, restauré son autorité. Il préparait la suite. Une structure nouvelle, une paix brutale mais stable. Et voilà qu'il s'effondre, en quelques jours, dans une chambre d'hôpital. Pas de fusillade, pas d'arrestation, juste une maladie. Dans l'univers qu'il dominait, c'est presque une absurdité. Très vite, les murmures reviennent. Certains parlent d'empoisonnement, une dose lente, administrée au fil du temps.
assez subtile pour éviter les soupçons, mais assez précise pour frapper au bon moment. Il y aurait eu des tensions, dit-on, même dans son camp. Des alliances fragiles, des promesses non tenues, des ambitions étouffées. Peut-être un proche, peut-être un ancien rival jamais éteint. D'autres pensent à un signal venu d'ailleurs, un message des Bonanno ou d'une autre organisation qui aurait vu d'un mauvais œil son retour en force. Mais il n'y a ni enquête approfondie, ni autopsie controversée, juste une famille qui se tait. La mort de Vito, comme sa vie, reste insaisissable. Pas de cris, pas de drame. Seulement cette impression tenace que, jusqu'au bout, il a contrôlé son image. Même dans l'incertitude, il reste une énigme. Avec Vito Rizzuto, disparaît plus qu'un homme. C'est tout un équilibre qui vacille. Un système silencieux, redoutablement efficace, maintenu par la seule autorité d'un parrain respecté de tous. Un chef capable de parler à tout le monde, italien, sicilien, irlandais, haïtien, bikers, cartels et surtout de se faire écouter. Pendant des années, sa présence suffisait à contenir les tensions. Ses décisions, souvent prises dans l'ombre, évitaient les guerres ouvertes. Il distribuait les parts, il tranchait les conflits, il savait à qui laisser du terrain et à quel prix. Mais dès l'annonce de sa mort, les visages changent, les regards se détournent, les couteaux, eux, se réaffûtent. Très vite, les anciens alliés deviennent des adversaires. Les factions rivales, jusque-là maintenues à distance, se réorganisent. À Laval, à Saint-Léonard, à Toronto, les têtes tombent. Les messages circulent, les règlements de compte s'enchaînent. La paix de Rizzuto n'existe plus, et personne ne semble en mesure de la remplacer. La mort du parrain n'a pas apporté la paix, elle a ouvert une porte, sur une ère plus instable, plus violente. Et pour la première fois depuis 30 ans, Montréal redevient imprévisible. Lorsque Vito Rizzuto meurt en décembre 2013, une époque se termine. Pendant plus de 2 décennies, il avait tenu Montréal sous contrôle, pas par la peur, par l'ordre. Il gérait les conflits, distribuait les territoires, maintenait une paix relative entre les différentes factions du crime organisé. C'était un médiateur, un arbitre, une autorité incontestée. Mais après lui, plus rien ne tient. Les gangs de rue s'affrontent, les motards reviennent en force, les mafias étrangères cherchent à prendre leur part, et personne ne parle le même langage. Même au sein de la mafia italienne, les tensions explosent. Ce que Vito avait réussi à construire, une structure stable, fluide, respectée, aucun héritier n'a su le maintenir. Leonardo Rizzuto, son fils, a bien tenté de reprendre le flambeau. Il a convoqué, réuni, négocié, mais il n'a jamais eu l'aura de son père. Et le 15 mars 2023, tout bascule. Leonardo est la cible d'une tentative d'assassinat à Laval. 2 tueurs à moto l'attaquent en plein jour. Il survit de peu. Mais le message est clair. Plus personne n'est intouchable. Aujourd'hui, Montréal n'a plus de patron, plus de médiateurs pour éviter les guerres ouvertes, plus de règles communes. Les règlements de compte se multiplient, les alliances changent sans prévenir. Et chaque groupe avance pour lui-même. Ce que Vito Rizzuto avait bâti n'a pas disparu du jour au lendemain, mais sans lui, l'équilibre s'est effondré. Et dans ce vide, personne n'a su ou pu imposer une nouvelle autorité. Le Téflon Don est mort, mais son empire continue de hanter la ville. Ceci était l'histoire de Vito Rizzuto, un parrain né en Sicile, devenu roi à Montréal, et dont le nom, encore aujourd'hui, impose le silence.